Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo suite à un message que j'ai reçu par l'intermédiaire de Facebook. Alors j'ai de nombreux messages, hein. Tous les jours j'ai au moins un ou deux types qui m'envoient des messages parce qu'ils se sont blessés. Alors cette petite vidéo que je voulais faire ce soir, une petite vidéo pour vous mettre un peu de plomb dans la tête et pour que vous arrêtiez de faire des conneries. Donc je fais cette petite vidéo pour vous sauver, vous les jeunes et les moins jeunes, qui voulaient faire comme les copains et qui des fois ne réfléchissaient pas trop. Hein. Et vous êtes un peu con des fois et ça commence à m'énerver. Alors je vais vous lire un peu le message que j'ai eu. Vous allez voir que c'est quand même quelque chose de relativement grave. Heureusement il n'y a pas de grands séquelles, mais ça aurait pu être pire. Hein, à force de vouloir faire comme le voisin, alors je vous le dis encore une fois, on ne fait pas comme le voisin, on fait comme on doit faire, et comme il faut pour ça, il faut se connaître, on fait comme on peut faire, et pas comme le voisin. Ne faites pas comme le voisin, il n'a pas forcément la même morphologie que vous, il n'a pas forcément les mêmes objectifs, et n'écoutez pas les dogmes, n'écoutez pas les conneries qu'on vous raconte, dans le genre il faut faire un mouvement strict, un mouvement propre, hein, tout ça c'est très très variable. Il faut surtout s'écouter et essayer d'apprendre et de comprendre son corps et de comprendre l'évolution et de comprendre son sport, hein, et de comprendre son activité et de comprendre notre morphologie pour éviter les conneries, pour progresser. Alors voilà, je vous envoie ce petit message, je vous lis ce petit message que j'ai reçu et je vais vous expliquer un peu quelques conneries à ne pas faire. Ça commence vraiment à me gonfler, vous commencez à m'énerver, à vous blesser comme des cons. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Hein, et ça m'énerve. Il faut faire strict, un mouvement parfait. Il a un coucher strict, lui au moins. Oh, il a un squat parfait. Fait le squat comme il. Ça m'énerve. On fait le squat comme on peut et on essaye de s'améliorer et comme on doit le faire en fonction de notre morphologie et de nos objectifs dans notre sport. Tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Tout le monde n'a pas la même morphologie. On a un schéma de base à peu près identique, mais les proportions des leviers varient, la souplesse des individus varie, hein. La mobilité des articulations varie aussi, la souplesse tendineuse d'un individu à l'autre ou musculaire varie aussi, donc il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir faire un bon entraînement. Donc voilà, le petit texte que j'ai reçu, vous allez rigoler, hein. Rigoler, c'est pas drôle, rigoler parce que ça s'est bien terminé. Alors, salut Frédéric, pendant que je pratiquais à faire un overhead squat avec un manche à balai, alors un overhead squat, vous savez, c'est ce truc qui est à la mode actuellement parce qu'il y a la mode CrossFit lancée par Reebok. Alors c'est sympa le CrossFit, c'est très amusant, mais tout le monde veut absolument faire un mouvement qui n'est pas forcément adapté à sa morphologie. Hein, et alors on voit les pires conneries arriver. Alors vous savez, le overhead squat, c'est quand on épaule, on arrache, hein, plutôt quand même, c'est un mouvement à la base, un mouvement d'haltérophilie, hein, c'est l'arracher, donc la barre est au sol, on la ramène d'un coup comme ça, bras tendus, et on passe sous la barre, mais pas très haute, et on s'accroupit sous la barre très vite, hein, et on se retrouve dans une position d'équilibre, les bras tendus, la barre au-dessus de la tête, et à ce moment-là, on est accroupi et on se redresse, hein, c'est ce qu'on appelait la deuxième partie de l'arracher. Alors eux, ils appellent ça un overhead squat. Bon, ça fait très bien dans le langage. Alors, ce monsieur a fait un overhead squat avec un manche à balai, donc même pas beaucoup de poids. Hein, et il me dit, j'ai eu une sensation très spéciale dans le bras droit, lourdement engourdi. J'allais m'évanouir. Hein, donc, je me suis tout de suite allongé par terre. Je ne sentais plus mon bras droit et j'avais beaucoup d'étourdissement. Alors, c'est sûrement l'angoisse et la peur. Hein. Après quelques minutes, le stress, hein, je me sentais mieux, mais je reste avec le bras engourdi. Je n'ai presque pas de dextérité dans mon index et mon pouce, juste des fourmillements. J'ai testé ma motricité, traction bench press et aucun problème ni aucune douleur. Juste le bras bien engourdi et pas de dextérité dans l'index et le pouce. Je pense que je me suis passé un air, mais tu connais bien mieux que moi. Alors j'aimerais avoir ton avis, sincèrement. La sensation est très spéciale et ça me fait un peu peur. Je te serais très reconnaissant si tu prends la peine de me lire. Alors évidemment, je lui ai dit d'aller voir un spécialiste, mais je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Bien sûr, je vais vous l'expliquer. Hein. Donc heureusement, après, il m'a dit que l'engourdissement était parti, donc ça va mieux, ça s'est bien
terminé, il a eu une compression du nerf, tout simplement en levant sa main, son bras, comme ça, il s'est fait une compression du nerf médial entre l'apophyse coracoïde et le petit, entre la voûte de l'apophyse coracoïde et du petit pectoral. Alors vous voyez, le petit pectoral, c'est ce muscle qui est ici, je reprends encore mon livre, vous irez me l'acheter pour que je puisse payer un café, que je n'enseigne pas gratuitement toujours, on fait comme Confucius, voilà, le petit pectoral est ici, voilà, il est là, vous voyez l'apophyse coracoïde qui est ici, et le nerf, le plexus brachial passe en dessous, ici, il passe de la nuque, il sort des cervicales qui est derrière, et il passe sous ce muscle qui est ici, et sous l'apophyse coracoïde, ici, et vient sous le bras. Donc en levant le bras, qu'est-ce qui se passe? Regardez, vous avez un autre beau schéma que j'ai fait dans mon livre, sur le plexus brachial, sur le nerf médian est ici, alors c'est un paquet de nerfs, bien sûr, ça c'est le plexus brachial qui passe en dessous, vous voyez, il vient irradier ici et faire la motricité de la main, des doigts, du pouce et de l'index en partie, et donc vous voyez, il est ici, il passe, ici il y a un muscle qu'on ne voit pas, qui est là, l'apophyse coracoïde en bec de corbeau, c'est-à-dire l'apophyse en bec de corbeau, coracoïde, il vient ici, s'accroche sur la cage thoracique, c'est un muscle qui ramène l'omoplate vers l'avant, il fait ce mouvement-là, hop, vous voyez, on ne voit pas parce que je suis en noir, mais il ramène l'épaule vers le bas, donc il est ici, et le plexus brachial, donc ce paquet de nerfs, passe en dessous, sous l'apophyse coracoïde et sous le petit pectoral que je vous ai montré tout à l'heure. Évidemment, quand on lève le bras comme un idiot, qu'on n'a pas la morphologie pour, parce qu'il y a des gens plus ou moins mobiles, il y a des gens qui ont plus ou moins d'espace entre le petit pectoral, l'apophyse coracoïde, donc quand ils vont lever le bras, ça ne va pas poser de problème de compression des nerfs sur la voûte ostéomusculaire, donc ce garçon n'a pas la morphologie pour, comme moi, j'ai pas beaucoup de souplesse d'épaule, il n'a sûrement pas beaucoup de largeur de clavicule, il n'a pas une morphologie adaptée, mais il veut absolument faire comme le voisin qui lui a des omoplates et des clavicules assez larges et des omoplates mobiles et qui peut facilement passer en arrière sans générer une compression du nerf. Donc lui, il a voulu faire ça avec un balai pour faire bien parce que c'est la mode du crossfit en faisant un squat et il s'est fait bêtement une compression du nerf médian. Alors il a eu une compression générale plutôt du plexus brachial, on va dire, mais c'est le nerf médian qui a dégusté le plus et du coup il se retrouve avec des fourmis dans l'index et surtout une sensation d'engourdissement, de paralysie puisque le nerf a été lésé. Alors ça aurait pu être beaucoup plus grave parce qu'une lésion comme ça, si ça dure longtemps ou si la compression est violente, il peut même y avoir une dégradation à vie quasiment du nerf. Alors ça repousse lentement, mais on voit bien que les gens qui ont des accidents et qui ont une section de nerf par exemple, ils ne regagnent pas la mobilité, souvent. Alors maintenant on fait des greffes de cellules souches, ça va, mais c'est pas le cas. Alors voyez à quoi ça mène de vouloir faire comme le voisin. Et je dis mon Dieu, avant de faire comme le voisin, vérifiez si vous avez la morphologie du voisin et la capacité du voisin à faire ce mouvement. Vous aurez sûrement il faut vérifier, vous voyez, c'est comme votre voisin n'a peut-être pas votre capacité à faire par exemple un squat complet, cul par terre, il faut vérifier toujours, il faut arrêter de faire des conneries parce que c'est la mode de faire cet exercice, c'est la mode de faire ce mouvement. Alors ça commence à m'énerver profondément de voir des jeunes qui se blessent pour des effets de mode. On a vu la même chose avec les Lafayens. Alors la méthode Lafay est une méthode sympathique pour les jeunes qui débutent. Je ne vais pas critiquer la méthode Lafay parce que ça a mis beaucoup de jeunes à la culture physique, à la musculation. C'est l'auteur que je trouve moins agréable parce que pour moi c'est un marchand de soupe. C'est un marchand de soupe, pas par la méthode qu'il a fait, par ses méthodes commerciales, ce qui est différent. Il faut souvent séparer l'œuvre de l'homme et l'homme, l'homme n'étant des fois moralement pas à la hauteur de l'œuvre technique qu'il a fait. C'est valable pour tous les individus, c'est peut-être valable pour moi, j'essaye de m'améliorer et c'est visiblement valable pour la fait. Nous sommes des hommes perfectibles bien sûr dans notre moralité. Donc voilà. Donc la méthode Lafay, justement, pareil, j'ai plein de jeunes qui se sont blessés au sternum. Alors c'est pas des blessures graves, je m'étais un peu moqué de Lafay à l'époque, c'est pas des pathologies aussi graves que ces mouvements de crossfit où il peut y avoir des accidents graves par compression nerveuse, mais il n'y a pas que ça, il y a souvent des hernies, mais Lafay, souvent il y avait le problème des jeunes, comme il accumulait beaucoup de séries de dips et son entraînement
hein, sa méthode était basée sur les dips, sur les tractions, c'est pas l'humour, ce qui était judicieux à l'époque. Sa méthode est plutôt sympathique pour un jeune qui n'a pas de matériel, hein, c'est bien. Je vais même la conseiller, hein, si vous voulez, vous êtes jeune, vous n'avez pas de méthode, vous avez une barre fixe, amusez-vous, c'est ludique, mais ça sera un premier pas pour passer ensuite à la musculation, qui est sûrement une façon d'approfondir le développement de son corps et d'avoir plus de résultats, bien sûr, mais sans matériel, c'est marrant. Donc, avait fait une méthode avec beaucoup de dips. Ce qui se passe, c'est que quand on est jeune, et des fois un peu moins jeune, ça joue aussi, les cartilages sternaux, c'est-à-dire le sternum est ici, hein, vous le voyez ici. Alors ça, le sternum, c'est une espèce de vertèbre soudée, hein, c'est la même chose qu'il y a derrière, hein, c'est schématique, hein, je leur dis, c'est symbolique, mais à la base, dans le fœtus et puis le petit enfant, hein, vous voyez, on voit les formes, au milieu, hein, il y a des cartilages qui permettent de faire pousser le sternum en longueur, parce que le cartilage va s'ossifier, mais c'est lui qui pousse en taille au départ. Hein. Donc vous voyez ici, et vous voyez ces cartilages sont encore mobiles, et surtout celui-là, manubrium sternal, hein, manubrium c'est la manche, hein, c'est comme le manche de la glaive, hein. Le manubrium sternal, ici, et souvent se raccroche très tard, d'ailleurs, s'ossifie très tard, donc il y a une mobilité. Quand on fait beaucoup de dips, on peut avoir des petits mouvements, alors mouvements du sternum douloureux qui se trouvent à ce niveau-là, avec des inflammations du cartilage chondrosternal, comme les médecins aiment le dire, des inflammations chondrosternales, alors souvent à ce niveau-là, mais aussi au niveau de la plaque sternale, du sternum même, hein, il y a aussi des cartilages costauds, hein, des petits mouvements et des inflammations très douloureuses, et des fois avec des craquements, et chez des jeunes gens, des jeunes garçons de pleine croissance, ça peut être incapacitant quelque temps. Alors je m'étais moqué de lui, donc quand vous êtes jeune, quand vous êtes, ne faites pas plein de dips, si vous avez mal au sternum, attendez un peu et soyez un peu plus modéré dans votre entraînement des dips, ça veut dire espacer vos séances pour laisser le temps à l'organisme de gérer ses inflammations et de, en même temps, et de cicatriser, si vous voulez, parce que vous avez étiré un peu, abîmé, vous avez généré une inflammation douloureuse, hein, quand vous êtes jeune. Donc c'était le problème, j'avais la méthode l'a fait, mais tout le monde voulait faire cette méthode, tout le monde, tous les jeunes étaient en train de faire ça, de rajouter des séries et des séries et des séries, et au bout d'un moment, on avait beaucoup de pathologies. Donc faites attention, prenez en compte votre âge, prenez en compte votre morphologie, prenez en compte vos faiblesses et vos forces pour vous entraîner. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc pareil, il paraît que là j'ai été critiqué, on a été critiqué par Rudy Koya récemment, Rudy Koya qui par ailleurs fait un travail de coach sympathique, hein, mais qui aime bien attirer la lumière. Alors Rudy Koya, attirer la lumière par les critiques, hein. Alors Rudy Koya nous a critiqué en disant que on ne recommandait pas les squats pour tout le monde, et il disait c'est pas vrai, tout le monde peut faire du squat. Alors je pense que Rudy Koya n'a pas compris le fond de ma pensée. Je ne sais pas que je ne recommande pas les squats, et je ne dis pas que tout le monde ne peut pas faire de squat, je dis qu'à un certain niveau, tout le monde ne peut pas arriver à faire par exemple du squat lourd ou à faire un champion de squat, hein, et que le squat en base, hein, en base lourde, par exemple, pour l'entraînement, n'est pas forcément recommandable pour tout le monde. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Hein. Alors, lui, il dit que tout le monde peut faire un squat, il suffit de bien s'assouplir et il suffit de bien se positionner, d'avoir une bonne pédagogie derrière et des bons assouplissements pour pouvoir atteindre des bons assouplissements articulaires et musculaires pour pouvoir, j'ai pas regardé la vidéo, mais c'est ce qu'on m'a dit dans les messages, pour pouvoir faire un squat. Alors effectivement, c'est toujours bon de s'assouplir, hein, j'en fais énormément par exemple, moi, pour le soulevé de terre, du good morning, parce que si je ne fais pas de good morning, je finis avec des arrachements du grand adducteur et des ischios, hein. Alors donc l'assouplissement est fondamental pour certaines personnes, effectivement, mais il y a des choses que l'on ne peut pas assouplir, ce sont les os et les leviers osseux. Quand on a de grandes jambes, en général, on a un squat très penché en avant. Alors on peut faire un squat complet, c'est important, quand on s'entraîne, même quand on est un longiligne, par exemple un Sénégalais avec de longues jambes qui a poussé, hein, ou un Allemand du Nord qui a poussé au lait, vous voyez, des morphologies adaptées au climat chaud et bien nourries, ou des morphologies adaptées au climat froid, mais qui ont été des buveurs de lait pendant des générations. Ces gens-là vont avoir plus de mal à faire des squats complets de par leur levier osseux. Hein. Quand vous avez un grand fémur, hein, bien sûr, c'est ça le fémur, hein, bah bien sûr, si ce fémur est grand, vous allez avoir un grand porte-à-faux, hein, quand vous allez faire votre squat, et vous serez penché en avant, ce qui n'est pas top pour faire un squat. Alors,
évidemment, en lourd, vous ne ferez jamais un champion vous ne ferez jamais un champion de powerlifting, du moins au niveau du squat. Hein. Alors vous pourrez le rattraper en soulevé de terre. Pourquoi? Parce que ce grand levier vous empêchera de faire un squat. Donc vous ne vous acharnez pas à faire du squat lourd complet cul par terre, car vous allez à un certain moment compenser avec le dos. Donc vous risquez bien sûr de très pencher en avant. Si vous maîtrisez le dos, ça va, mais au bout d'un moment, au bout des années, d'un certain nombre d'années, vous risquez d'arrondir un peu le dos et de générer une hernie discale d'usure par tension excessive sur le bas du dos, parce que votre morphologie ne vous permet pas de faire plein de squats cul par terre lourds en grande quantité. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de monter lourd, mais vous avez plus de chances de faire des pathologies d'usure sur les lombaires et surtout au niveau des disques en générant des hernies, alors que les cours en général n'ont pas, les cours sur pattes n'ont pas ce genre de pathologie. Alors je vous montre une photo pour rigoler, en montrant un nain. Vous voyez, un nain ici, c'est Minimati en train de faire du squat, et à côté vous avez un longiligne, un longiligne en train de faire un squat. Vous voyez que le longiligne, en plus avec des chevilles pas souples, le longiligne il est très penché en avant, et le nain beaucoup moins, donc il y a moins de porte-à-faux, il risque moins à la longue d'étirer la zone lombaire, d'arrondir légèrement le dos et de créer à la longue des hernies d'usure. Attention, le court, lui, le breviline, celui qui a des membres courts, lui en général peut générer des hernies, mais en général ils arrivent très vite, parce que quand il est tout le temps droit, il n'a pas les lombaires renforcés, et quand il va s'accroupir, notre ami le breviline, donc quand il va s'accroupir, et si jamais il a un manque d'équilibre, ou il est fatigué ce jour-là, il va pencher en avant, et là, malheureusement, il n'a pas les lombaires renforcés du longiligne, qui fait du squat tout le temps dos penché, et là, il va arrondir d'un coup, et là, c'est la hernie grave, c'est pas la hernie d'usure, c'est la hernie discale, donc le noyau, vous voyez, des petits disques ici, entre les vertèbres, sont des amortisseurs, disques fibreux, et au centre, il y a un peu un noyau pulpeux, un peu comme une pulpe, une gélatineuse, un peu comme dans ces chewing-gums qu'on mâchait quand on était jeune, avec dedans une espèce de pulpe sucrée. Là, il y a une pulpe à l'intérieur gélatineuse, et ça va, s'il se penche trop, l'anneau fibreux va se dégrader, va être compressé vers l'avant, il va y avoir une pression énorme vers l'arrière, et s'il est un peu vieux ou un peu abîmé, ça va gicler d'un coup, et notre breviline va se retrouver avec une énorme hernie, et là il sera à l'hôpital, parce que ça ne sera pas une hernie d'usure, ça sera une hernie d'un seul coup énorme, et pouf, il faudra aller souvent l'opérer pour lui faire enlever par endoscopie en général, et aspiration, l'excès les éléments organiques qui ont été projetés vers l'arrière, et qui compriment les éléments nerveux. Donc voilà, donc deux types de blessures. Donc faites attention, chacun a sa morphologie. Donc le squat, tout le monde peut en faire, contrairement à ce que dit Rudy Koya sur moi. J'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas faire de squat. Tout le monde peut faire du squat complet, mais certaines personnes ne sont pas adaptées pour en faire un mouvement de base. Vous n'allez pas faire de squat complet, par exemple, un Sénégalais, longiligne, ça ne servira à rien, vous risquez de le blesser. Il vaut mieux qu'il fasse du squat complet en début d'entraînement, par exemple, quand il monte sur sa barre, qu'il fait du squat complet pour avoir pour assouplir et continuer à avoir une bonne mobilité articulaire dans un mouvement complet, et aussi étirer bien les muscles, assouplir les muscles pour conserver leur fonction contractible et éviter les rétractions fibreuses, parce qu'évidemment, si nous n'utilisons pas un muscle dans sa pleine fonction de mobilité articulaire, à la fin, au bout des années, ce muscle va se rabougrir, et il va y avoir rétraction, donc l'élément, le mouvement qui ne sera pas fait articulaire, le muscle a une certaine longueur pour produire un certain mouvement, donc si ce mouvement n'est pas maintenu, le muscle va se réduire économiquement, la nature est économique uniquement pour pouvoir se réduire, pour s'adapter au mouvement plus réduit que l'individu produit en permanence. Donc c'est pour ça qu'il faut tout le temps bien s'assouplir, faire des mouvements en pleine amplitude au début, mais après pour développer du volume, si vous n'avez pas la morphologie, travaillez en amplitude réduite pour éviter les risques. Comme un Sénégalais, faites un demi-squat, par exemple, vous commencez en amplitude complète, et plus vous montez, plus vous réduisez
le mouvement, l'amplitude du mouvement, ça n'a rien à voir. Ça, vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut travailler intelligemment. Hein, et puis il faut alterner les cycles. Alors voilà, on peut aussi, par exemple, un champion brésilien de squat peut très bien alterner du squat complet et des fois faire du demi-squat pour prendre de la puissance dans la fin du mouvement. Il y a plein de variantes, hein, mais je n'ai jamais dit que tous les gens ne pouvaient pas faire de squat complet. Mais ça ne sert à rien de s'acharner sur un mouvement qui n'est pas valable pour votre morphologie. C'est tout. Hein. Donc regardez qui vous êtes, d'où vous venez et adaptez votre entraînement à ce que vous êtes ou vous courez à la blessure. De plus, le squat, on peut être longiligne et des fois faire un très bon squat, hein, relativement bon, tout ça parce qu'on a une bonne souplesse articulaire, ça vient aussi des chevilles, hein, de bonnes chevilles, bien souples. Hein. Alors, c'est pas uniquement une souplesse musculaire, on peut gagner de la souplesse musculaire, comme dit Ronny Coya, mais souvent, la souplesse articulaire peut être limitée, hein, limitée parce que c'est des limitations articulaire, la limitation osseuse, l'os a une certaine morphologie, la poulie malléolaire, par exemple, peut avoir une certaine forme et limiter l'amplitude de mouvement de la cheville. Hein. Qu'on dit, la cheville, elle n'a pas. Alors, vous voyez, là, j'ai fait un petit schéma montrant, voilà, un type qui n'a pas de souplesse articulaire, évidemment, c'est excessif, et un type qui a une bonne souplesse articulaire de la cheville, et on voit que le type va compenser justement ce qui ne peut pas fléchir la cheville, hein, il va ramener le cul en arrière, alors que l'autre, pour une même morphologie, aura le dos beaucoup plus droit et risquera moins de problèmes. Hein. Vous voyez, il y a plein de risques. Donc, ça n'est pas uniquement la longueur des leviers, c'est aussi des fois la mobilité articulaire, hein, pas la souplesse musculaire. On peut jouer sur la souplesse musculaire, comme dit Rudy, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans la bonne exécution d'un mouvement. Et un type qui n'a pas les chevilles souples, si c'est au niveau articulaire, hein, ça joue à plusieurs niveaux, vous n'allez jamais lui faire on ne peut pas faire de la souplesse osseuse. Hein. Faut comprendre un peu ça. Hein. C'est comme la hanche, hein. C'est comme l'articulation ici coxofémorale. Elle est extrêmement variable. Hein. Je montre un peu ici d'un individu à l'autre. Hein. Il y a des gens pour qui cette articulation est très couvrante et des fois tournée vers l'avant ou vers l'arrière. Il y a beaucoup de variétés. Et en plus, ici, le col du fémur peut, ici, on voit le col du fémur, il est ici, hein, ça c'est ça le col du fémur, vous voyez, c'est ce que spectent les vieilles, peut être des fois plus ou moins incliné, hein, avec l'âge, il perd sa verticalité, il s'incline, plus il est affaissé, moins vous pourrez monter la cheville latéralement, la hanche latéralement, la jambe latéralement, hein, et plus c'est couvrant à ce niveau-là, hein, plus la cavité cotyloïde est couverte, hein, et des rebords osseux plus importants, moins vous pourrez lever la jambe latéralement. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas enfourcher des motos, hein, ils peuvent courir très vite, mais pas enfourcher des motos, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de mobilité de la hanche. Donc tout ça varie d'un individu à l'autre, et on dit « Ah, t'es pas souple !» Ça n'a rien à voir avec la souplesse musculaire, ça a des fois à voir avec la conformation osseuse de l'individu, comme notre ami qui s'est arraché, qui s'est compressé plutôt le nerf médian sous l'apophyse coracoïde et le petit pectoral. Donc vous voyez, faites très attention, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Alors c'est ce qui m'énerve le plus, c'est d'entendre tous ces dogmes, hein, ou bien c'est « Oh, regarde, il a un coucher parfait, lui, il est strict, hein, être strict dans l'entraînement. » Qu'est-ce que ça veut dire être strict? Lui, il s'entraîne bien, il est strict. Non, on s'entraîne bien quand on réalise nos objectifs. Être strict n'a aucune importance, sauf s'il faut être strict, par exemple, comme quand je fais des concours de traction, hein, il faut être strict dans l'exécution de sa traction, parce que c'est une façon de noter les concurrents entre eux. Donc on prend une règle et on doit appliquer la règle, autrement on part dans tous les sens et on ne peut plus tellement juger. Donc on met une règle, souvent une règle un peu aléatoire, on monte la barre ici, on monte la barre là, et on fait une traction stricte sans bouger à droite, sans bouger à gauche, sans envoyer les jambes vers l'avant, sans envoyer les jambes vers l'arrière, ce qui est un peu ridicule. Mais ça permet de, en régularisant ça, d'avoir une règle qui permet de juger plus facilement un mouvement, ce qui ne veut pas dire que ça soit le mouvement idéal et que ça soit le plus fonctionnel possible pour la survie. Par exemple, si vous devez fuir dans les arbres, non, un singe ne pourra pas faire une traction stricte, vu que de toute façon, avec ses grands avant-bras, hein, il ne pourra pas la monter très haute, sa barre. Hein. Donc il n'est pas fait pour faire ça. Hein. Lui, il a des grands avant-bras, il se balance de branche en branche. Donc une traction stricte, il aura des problèmes à la faire uniquement parce que ses grands avant-bras lui empêcheront de passer le menton. Hein. Donc hein, ils ont beau être plus forts que nous, 10 fois plus forts que nous musculairement, et se déplacer dans les arbres comme des singes, hein, avec facilité, nos amis singes
perdrait sûrement un concours de traction car il serait incapable de faire une traction stricte, barre-menton. Il faut revenir à la réalité de l'existence. Donc voilà, strict ne veut rien dire. Entraînez-vous comme vous le sentez pour vos objectifs. Si vous avez un objectif de powerlifting, de force par exemple, et ben faites un coucher strict de temps à autre pour continuer. C'est-à-dire strict, ça veut dire arrêt sur la poitrine, monter, tendre les bras au maximum. Descendre, partir à la claque, tendre les bras, faites-le parce qu'on vous demande ça en concours, mais sachez que ça n'a aucun intérêt réel si vous voulez prendre du muscle. Si vous voulez prendre du muscle, vous pouvez faire du partiel, de la série longue, tricher. Il y a plein de façons de prendre du muscle sans faire du strict. Et même, on peut pousser encore plus loin le développement musculaire en stressant encore plus le muscle par des mouvements souvent trichés en fin de série qui permettent de stresser encore plus le muscle pour le dégrader et le faire se reconstruire d'une façon plus importante. C'est toujours comme ça, bien sûr, si vous apportez des nutriments pour la reconstruction musculaire. Donc arrêtez les conneries, il est strict, il s'entraîne bien. Vous voyez, je me souviens des gars qui s'entraînaient, ils ne bougent pas, ils font comme ça, tant de tension. Non, il y a plein de façons de s'entraîner. Il n'y en a pas une seule, il faut prendre celle qui est adaptée à vous. Le mouvement que vous allez faire n'est pas forcément le mouvement qui est valable pour le voisin. Je sais que les élévations latérales, moi qui n'ai pas beaucoup de mobilité d'épaule, justement, c'est un désavantage pour faire des mouvements stricts, bien sûr, mais c'est un grand avantage, car j'ai jamais eu de blessure d'épaule de par la faible mobilité de mon articulation gléno-humérale, donc de l'articulation qui est ici, si vous voulez. Voilà, celle-là, l'articulation de ma tête humérale sur l'omoplate, sur la cavité, comment ça s'appelle, sur l'articulation de l'omoplate. Donc vous voyez, ça varie d'un individu, l'articulation scapulaire, scapulo-humérale, voilà. Donc vous voyez, ça varie d'un individu à l'autre, donc arrêtez, mon Dieu, arrêtez les conneries, voilà. Alors, est-ce que j'avais d'autres trucs à dire? Oui, mais tiens, Rudy Koya, lui, par contre, est très fort en squat frontal. C'est quelqu'un qui est très fort car il doit avoir une bonne mobilité de cheville et il a beau être longiligne, il doit avoir quand même un buste relativement long, il doit être long en cuisse, il n'est pas si long que ça si vous voulez, et en plus il a une bonne souplesse Rudy Koya, puisqu'il est très fort en squat frontal pour sa morphologie, ce qui dénote sûrement une bonne souplesse de cheville, il me le dira sûrement en réponse à ma vidéo. Voilà. Un autre truc, ne pas s'entraîner comme le voisin, et ça j'ai sauvé des milliers de personnes, à l'époque c'était le développé nuque, on voyait tout le monde qui s'acharnait à faire un développé nuque, on disait descendez la barre, il faut bien descendre la barre, tu ne descends pas la barre, mais comment veux-tu descendre la barre quand tu n'as pas de la morphologie pour descendre la barre? Si tu as des grands avant-bras et des épaules pas larges, tu n'as pas de mobilité d'omoplate, donc tu ne peux pas descendre ton omoplate et descendre la barre, ça n'a rien à voir. Donc on voyait des gens qui s'acharnaient à essayer de descendre la barre le plus bas possible. En faisant ça, ils tiraient sur l'articulation de l'épaule, et en remontant très haut, alors qu'ils n'ont pas la morphologie, ils n'ont pas de mobilité d'omoplate, ils allaient cogner le supra-épineux sur la voûte ostéotendineuse, sur la voûte entre l'acromion et l'apophyse coracoïde. Donc il y a une espèce de voûte ostéofibreuse. Est-ce que je dois l'avoir ici pour vous la montrer? Parce que c'est la moindre des choses de vous montrer une belle... voilà, ici on la voit bien. Voilà, ça c'est la voûte ostéofibreuse qui est ici, et dessous passe un muscle, l'infra-épineux, le supra-épineux par exemple, le supra-épineux, et ce supra-épineux peut être compressé, on le voit ici, voilà. Il est ici le supra-épineux, je vous montre sur un beau dessin, voilà, il est là, dans la voûte, il est ici, et si on lève trop le bras, on n'a pas la morphologie pour, on va compresser ce muscle et on va l'user, il va même parfois lâcher. Donc en faisant les développés nus, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient des pathologies très graves, très incapacitantes, c'est pas très grave mais c'est incapacitant, avec des ruptures partielles et parfois complètes du supra-épineux, tout ça parce qu'ils n'avaient pas la morphologie, ils étaient étroits d'épaule, souvent, avec peu d'espace sous la voûte ostéofibreuse, apophyse coracoïde et le acromio-coracoïde. C'est un peu des noms techniques savants, vous n'avez pas besoin de
de vous en souvenir, mais donc il se faisait des pathologies terribles. Et moi, je suis arrivé et j'ai réformé tout ça. Avant que j'arrive, c'était un véritable fléau. Et grâce à moi, des milliers de personnes ont arrêté de faire ce mouvement qui est bon pour certaines personnes, mais malheureusement qui est très mauvais pour la majorité. Donc c'est pas parce que je dis qu'il est mauvais que certaines personnes ne peuvent pas le faire. Certaines personnes peuvent avoir très bonne sensation dessus et ne générer jamais de blessure. Donc toujours s'adapter, vérifier, comprendre et ne pas faire comme le voisin. Mon Dieu, ne faites pas comme le voisin. Faites comme vous devez faire, mais étudiez le voisin, étudiez les voisins et étudiez les gens intelligents, les gens qui ont fait du terrain, les gens qui ont étudier le monde et qui se sont posés des questions sur le monde, voilà, et pas les gens qui veulent briller et qui veulent faire de l'effet sur les sites, sur les YouTube, sur les forums. Moi, je travaille pour l'humanité, Donc voilà ce que j'avais à dire. Est-ce que c'est terminé? Mouvement Tréchet, voilà. Voilà, c'est à peu près tout, tout ce que j'avais à dire. Ne faites pas de conneries, continuez à bien vous entraîner, faites des fois des mouvements partiels si ça vous réussit. Ne faites pas certains mouvements si ça ne vous convient pas. Vous pouvez par exemple, si vous n'avez pas la morphologie au squat, mais avoir de bonnes sensations, travailler du squat complet en léger et faire du squat complet en demi après, pas trop lourd, et puis passer à un autre mouvement. Ou bien faire du tiers de squat très lourd parce que vous avez la bonne sensation dessus. Ça ne sera pas strict, on s'en fout, mais si vous avez des bonnes sensations et des bons résultats, faites-le. C'est vous qui devez tester, c'est vous qui devez essayer. Nous, on est là pour vous guider, mais vous, avec nos conseils, vous adapterez à ce que vous êtes réellement, votre morphologie, et vous découvrirez par vous-même des choses que nous n'avons pas découvert, nous les plus vieux, nous les savants de la musculation. Donc voilà, un dernier petit conseil, toujours conserver des mouvements en pleine amplitude, même si ce n'est pas la base de votre entraînement. Le mouvement en pleine amplitude n'a aucun intérêt la plupart du temps pour le développement musculaire, mais il a un intérêt fondamental pour conserver une bonne mobilité articulaire et éviter avec l'âge les rétractions musculaires et les transformations fibreuses du muscle qui ne sont pas réversibles. Les petits vieux que vous voyez dans la rue, qui sont un peu rabougris, qui ne bougent plus, qui par manque de mobilité voient leurs muscles s'atrophier et se transformer à leurs extrémités en tendons, et ils ne feront jamais repousser du muscle sur du tendon, d'où ce problème de rétraction fibreuse chez les vieux. Donc conservez toujours des mouvements en pleine amplitude pour habituer votre muscle et pour conserver la fonction de votre muscle, pour que ce muscle conserve son état de longueur et sa forme et conserve la mobilité articulaire. C'est parce que si vous ne travaillez pas en pleine amplitude, vous allez finir par avoir des articulations qui vont se scléroser, donc qui vont se calcifier et qui vont perdre de l'amplitude. Une articulation, ça se travaille avec le temps, ça se polit, ça se transforme. Les frictions et les frictions sur les articulations permettent de régénérer les cellules du cartilage. C'est un ensemble vivant qui a besoin de mouvement, d'accord? Si vous perdez le mouvement, vous allez perdre la fonction et vous allez avoir une dégénérescence de votre organisme. Donc conservez toujours de la pleine amplitude en faisant des mouvements complets en début de séance, et en faisant un peu de stretching qui permet d'étirer et de conserver cette mobilité articulaire et ce bon état et cette bonne conservation du muscle dans toute son amplitude en évitant cette rétraction fibreuse qui est, n'oubliez pas, irréversible. Voilà, c'était Fred Delavier, conseil d'amis pour que l'humanité se porte mieux. Aimez-vous les uns les autres en ce début 2016. Et puis, ne faites pas trop de conneries. Et apprenez, et surtout, voyez par vos yeux, tamisez, et ne faites pas comme le voisin, faites comme vous devez faire, et c'est vous qui trouverez le chemin. Salut! Vous êtes des élèves, vous deviendrez des guides.